Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 24 janvier 2025. Vous écoutez LCDE, saison 6, épisode 221. Et ça y est, nous sommes de retour à Paris. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, le Café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez en train de quitter X, de découvrir Rednote ou de faire le modérateur sur Meta. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce sagre-douce. Incisif mais jamais méchant, tel est notre credo. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, du ban, du layoff et de l'OMS. Et comme à chaque émission, on termine avec du fun dans la rubrique panier surprise. Laetitia, Adrien, prêt? Synchronisation des montres. Manque de temps pour la veille e-commerce, retrouvez l'essentiel de la semaine, de ces dernières semaines même, du fun et de l'inédit dans la rubrique News Simple et Funky. Maison du Monde va supprimer 91 emplois et cela concerne ses sièges de Nantes et Paris. OpenAI a développé d'effectuer des tâches en ligne comme remplir des formulaires, commander des produits ou naviguer sur des sites web. Pour le moment, cet outil, c'est juste aux États-Unis pour les abonnés pro et ça permet donc d'automatiser des tâches répétitives tout en demandant à l'utilisateur d'intervenir pour des étapes sensibles comme les paiements par exemple. Et c'est rigolo parce que quelques heures plus tard, Perplexity a aussitôt annoncé la même chose. Et Laetitia, tu te souviens, à l'NRF, on ne parlait que d'une chose, c'est d'IA agentique. Ça y est, on y est. Adrien, quand ça arrivera ici, tu vas essayer ou pas ? Mais day one, mais même T'as day quand même pas mal de tâches -1, répétitives dans ta vie. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Comme te répondre, comme t'envoyer des emails, etc. Quoi. Donc, comme me répondre, m'insulter, me bâcher. Ouais. Attends, ce serait bien que t'entraînes ton GPT en ce sens. Je vais demander les modérateurs de Meta là, qui vont être virés, on va les prendre pour te modérer toi. Primark, l'enseigne lance une collection sur l'inclusion avec des vêtements adaptés. Stripe annonce 300 licenciements mais prévoit de recruter en 2025. Oui, vous avez bien compris. Les coupes concernent principalement les équipes produits, ingénierie et opérations, malgré un objectif d'augmenter l'effectif total de 17% d'ici la fin de l'année. Ça reprend un petit peu ce que certaines boîtes disent. Meta, par exemple, on dégage les nullos et on continue à recruter. C'est terrible. Cette stratégie montre que Stripe ajuste ses priorités pour optimiser ses ressources, un petit peu comme tout le monde en ce moment aux États-Unis, tout en conservant la croissance très forte. De là à parler politique, il n'y a qu'un pas. Les Galeries Lafayette annoncent la fermeture de leurs 2 grands magasins à Marseille. Fnac Darty intègre la reprise d'appareils dans le parcours d'achat en ligne d'un produit neuf. Le groupe Rocher lance la cession de Petit Bateau pour se recentrer sur les cosmétiques. Petit Bateau, c'est la marque qui représente 12% du chiffre d'affaires du groupe et affiche une croissance solide, notamment en France et en Italie, où les performances surpassent celles du marché de la mode enfantine. Et pourtant, ce repositionnement stratégique illustre une volonté du groupe Rocher de renforcer son cœur de métier cosmétique, tout en cherchant un repreneur capable de garantir un avenir pérenne à la marque textile emblématique. La marque de vélo Angel est en liquidation judiciaire. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour cette marque française de vélo qui a annoncé il y a quelques heures sa fermeture. Bab, bar à beauté, vous savez, ce sont ces petits corners, ces petits kiosques que vous retrouvez dans certains centres commerciaux. Bab, bar à beauté réfléchit à sa mise en redressement judiciaire. Fondée en 2016 en Normandie, l'enseigne a bâti son concept autour de soins des pieds, des mains, du regard. Donc, on parle de manicure, de pédicure, d'épilation de sourcils, le tout sans rendez-vous. L'enseigne se retrouve dans une situation fortement critique et songe à son redressement judiciaire. Les levées de fonds et les rachats de la semaine. Pretty Damn Quick lève 25 millions de dollars pour accélérer le checkout en ligne. La startup new-yorkaise propose une solution pour personnaliser les flux de paiement et de livraison avec 200 clients gérant déjà 30 millions de commandes mensuelles. Avant que je continue, Laetitia, pendant ce temps, essaie de cliquer s'il te plaît sur le lien et regarde leur site internet. Je pense que tu vas kiffer la DA. À mon avis, donc ce site-là, il cible un segment crucial, améliorer le checkout. On va en reparler en 2025. Je vous tease déjà depuis quelques semaines, mais le checkout, ça va être un gros sujet dans le podcast que j'ai envie de porter en 2025 pour rivaliser avec Amazon, ou en tout cas c'est le positionnement qu'ils ont. On va proposer les fonctionnalités d'Amazon pour les retailers et ça permet justement aux retailers de mieux vendre. Laetitia, l'ADA, tu la valides? Je la valide, ça me rappelle une certaine paire de baskets et surtout moi je vois là le portfolio et les marques qui sont déjà sur la plateforme, je dis déjà bravo hein. Et ils ont un positionnement très Shopify-esque. En tout cas, ils reprennent les codes. Ils ont réussi à construire quelque chose autour de Shopify. Et on sait que c'est pas du tout facile en termes sur le checkout. Donc voilà. Et ils ont des clients qui parlent. Enfin, à mon avis, ils sont beaucoup inspirés de Shopify sur comment est-ce qu'on communique. Mais donc voilà, regardez ça. C'est vraiment pas mal.
Whatnot lève 265 millions de dollars et atteint une valorisation de près de 5 milliards. C'est une plateforme de live shopping et cette plateforme se concentre sur les objets de collection et les enchères innovantes avec un GMV annuel dépassant les 3 milliards de dollars. Cette petite levée de fonds, eh bien, elle prouve l'essor du live shopping aux États-Unis et pas en Europe et souligne l'intérêt croissant pour les plateformes de niche face aux marketplaces traditionnels. Ça va arriver en France ou pas, le live shopping, Laetitia? Franchement, j'ai du mal à y croire. Mais je vais avoir plein de personnes qui vont m'envoyer des messages. C'est déjà là. Oui, c'est là, mais est-ce que ça va avoir le là, même mais est-ce que engain? ça performe? Voilà, c'est ça. La même chose qu'aux États-Unis, pas certain. Pipe 17, je devrais dire Pipe 17 ou alors Pipe 17. Non, on va le dire en anglais. Non, Pipe en français, 17. C'est bien. Pipe 1.7 même. Pipe 1.7 lève 15 millions de dollars pour développer une plateforme d'OMS boostée à l'IA. La solution synchronise en temps réel les données de commande, de prix et de stock sur plusieurs canaux, tout en intégrant un agent IA Pippen pour automatiser des tâches critiques comme le routage et la gestion des exceptions. Est-ce qu'on parle d'un renouveau dans le marché de l'OMS? Vous verrez bien, on en discute dans quelques minutes. Et la seule raison pour laquelle on parle de cette boîte qu'on ne connaissait pas du tout, c'est parce qu'il y a un des cofondateurs de Commerce Tools qui a rejoint cette boîte il y a quelques semaines. Donc tout le monde a commencé à regarder c'est quoi cette boîte qui sort un petit peu des radars. Et d'ailleurs, il l'a rejoint le jour de l'annoncement de la levée. C'est rigolo. On aurait pu croire que tout ça était grâce à lui. Il coûte beaucoup de sous-sous, c'est surtout pour ça, je pense. Quable se fait racheter par Ibexa pour créer une plateforme unifiée combinant DXP et PIM. Ce rapprochement vise à accélérer le développement international de ces deux logiciels et à offrir aux marques une gestion simplifiée et cohérente de leurs expériences digitales sur tous les canaux. Quable, c'est un PIM et c'est un PIM français et Ibexa, c'est une DXP et c'est norvégien. Vive tu les connaissais, ces acteurs? Ouais, Quable, oui. Ibexa aussi, mais je pensais pas qu'un jour il y aurait un rapprochement entre ces deux acteurs. Moi, je suis une ancienne du PIM, les gars, donc ouais. Et en fait, moi, j'ai toujours cru, je sais pas s'il y a des gens de Quable qui écoutent, mais que Quable un jour allait mourir parce que parfois il y avait des shifts un peu bizarres, qui me paraissaient assez étonnants. Ils ont fait un shift notamment sur Shopify et je comprenais pas le positionnement. Ils sont en train de mourir. Quand ils se sont fait racheter pour $2. Donc les autres, ils sont juste morts. J'en sais rien, c'est des Français, donc ils vont peut-être pleurer si je dis ça, mais bon, c'est pas du tout la valeur. Mais moi, en tout cas, j'ai jamais trop compris le positionnement. Voilà. Peut-être ça s'explique. Autre c'est rachat. Vrai que quand on meurt, il n'y a rien à comprendre en fait. Autre rachat peut-être mort. Il faut que j'arrête de critiquer les boîtes françaises parce qu'après elles viennent me voir. C'est Bamboo Rose qui rachète la boîte française Vertigo pour lancer la première plateforme d'intelligence décisionnelle alimentée par l'IA dans le retail. Vertigo, le positionnement, c'était copilote IA. C'était super sympa leur positionnement, efficacité opérationnelle, supply, etc. Et tu vas avoir ton copilote qui va pouvoir t'aider à gérer tout ça. Et Bamboo Rose, c'est un acteur un peu plus historique qui aide les entreprises à collaborer avec leurs équipes et fournisseurs pour concevoir les produits plus rapidement. On parle de gestion de produits et d'appro. Donc bon fit pour les deux. Je sais pas ce que ça veut dire pour Vertigo, mais voilà, c'était un acteur encore que je voyais de loin qui vient de se faire racheter. Content Square rachète Lytx pour renforcer la personnalisation en temps réel. Content Stack, c'est une plateforme headless CMS et Lytx, c'est une CDP. Cela permet de combiner données clients et gestion de contenu. C'est un peu un sidecore en fait, je crois. La news what the fuck de la semaine, Laetitia, quelle est-elle? Eh bien, il y a eu plein de news, Adrien, qu'on a presque vécu en live lorsque nous étions aux États-Unis. Mais il s'est surtout passé 12 heures de ban le week-end dernier pour TikTok aux États-Unis. Et croyez-moi, il y a beaucoup de TikTokers américains qui étaient en PLS. Alors moi, je suivais ça et je vous en parlerai davantage tout à l'heure dans la rubrique dédiée TikTok et marketing. Adrien, t'as un peu suivi le TikTok ban? Pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Donc, si je te dis qui sont les potentiels racheteurs de la plateforme, non, j'en sais rien. Réponds? Je ne sais rien du tout. Les plus évidents, peut-être, Adrien? Qu'on voit partout. Elon Musk, parce que je l'ai vu parler. Bien évidemment. Alors, est-ce que c'est une rumeur? En tout cas, à confirmer. Et il y en a un qui est sorti un peu de nulle part et que je suis sur TikTok, qui est le numéro 1 de tous les influenceurs aux États-Unis, Adrien. Ça doit être MrBeast. Eh bah ouais, c'est MrBeast. MrBeast qui a vendu je ne sais pas combien de milliers de tablettes de chocolat. Tu te souviens, une année aux États-Unis, on avait accès gratuitement à ces tablettes et c'était dégueulasse. Il y a aussi Oracle dans l'histoire. Il y a aussi Perplexity.
On a aussi le propriétaire de l'Olympique de Marseille, qui est aussi l'un des propriétaires de Perplexity AI. Je ne le savais pas. On a aussi un des investisseurs de Shark Tank. Tu sais, c'est cette émission en France, c'est quoi? C'est qui veut être... Mon associé qui veut devenir mon associé, ouais. Voilà, plein de beau monde. Et il paraît aussi qu'Amazon aurait fait... aurait mis une offre sur la table. Tout ça, qu'est-ce que ça t'inspire, Adrien? Je crois que tu vas me dire un joyeux bordel. Et un joyeux bordel, on s'en fout. Bah moi je m'en fous complètement, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Mais vas-y, dis-moi ce que toi t'en non, c'est pour ça que je l'ai mis dans la rubrique What the fuck, c'est que ça nous inspire juste un joyeux bordel. Est-ce que ça va changer la face du monde? Je ne pense pas. En tout cas, il y a quand même de potentiels racheteurs qui voient en TikTok un avenir glorieux. Et alors si tu devais mettre une pièce, qu'est-ce qui va se passer là dans une semaine ou dans quelques semaines dans l'épisode? Je te reprendrai. Quelqu'un l'a racheté? Personne l'a racheté? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que si, c'est obligatoire. Il faut qu'il y ait un acteur américain qui rachète pour pouvoir assurer la pérennité de TikTok, parce qu'en fait, ça a été débranché. Et le deal, c'est qu'il faut qu'il y ait un opérateur américain qui le rachète et que tout ne soit pas concentré par les Chinois. Moi, je mets une pièce sur Musk. Comme ça, il a la vidéo, il a le texte avec Twitter. Ouais. Je vais vraiment dans le what the fuck. Et comme il veut être le président du monde, il va le prendre. Toi, tu dirais quoi? Moi aussi. Et je me souviens, ici même, il y a encore 2 ans avant le rachat de X, je disais que Elon Musk, il ne lui manquait plus que ça. Une plateforme, parce que quand on est aussi, alors pas forcément mégalo, mais en tout cas, quand on a un projet techno-politique et d'invasion sur Mars, avoir une plateforme, c'est quand même assez important pour manipuler les masses. Donc il a déjà X où il manipule déjà certaines personnes. Aller sur TikTok, c'est quand même du pain béni. Et peut-être qu'on peut se dire, il est dans l'administration, ce sera peut-être plus facile pour lui de magouiller ou de faire ce qu'il faut pour récupérer ça ou d'avoir les offres. L'homme le plus riche du monde. Donc en fait. Donc il a les moyens. Et puis il a fait. On va voir, en tout cas, on va suivre. On suivra ça. Par contre, c'est très très inquiétant. Blague à part, d'ailleurs, on rigole pas du tout. Ça serait extrêmement inquiétant d'avoir autant de pouvoir autour d'une seule personne qui est complètement tarée. Donc voilà. Tu as toujours ta Tesla? Je vais m'en séparer, c'est mon projet. À cause de ça ou parce qu'elle est vieille? Comme dit ma fille, non mais maman, tu peux pas conduire la voiture d'un méchant. Ah ok, c'est le méchant des films, etc. quoi. Et tu vas prendre quoi alors? Une voiture chinoise, c'est encore pire. Je prends un vélo et voilà, et j'arriverai encore plus en retard à tous nos rendez-vous. J'y crois pas une seule seconde. En tout cas, tu nous tiendras au courant. Quoi de neuf chez nous? Mais que s'est-il passé cette semaine dans l'équipe Le Café de l'e-commerce? Ne sulkez pas, on vous dit tout ici et maintenant. Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé chez toi cette semaine? Il s'est passé tellement de choses cette semaine et tu en faisais partie, Adrien, bien évidemment. Mardi, on était à Lille, back from NRF. Vous le savez, nous on va à la NRF, on vous propose des épisodes spéciaux. Et puis pour ceux qui ne nous écoutent pas et pour celles et ceux qui ne vont pas à New York, on leur propose une restitution en moins de 2 heures. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a découvert à la NRF, à New York, eh bien, on en parle. Il y a eu Lille, il y a eu Paris, c'était de belles éditions. Tu confirmes, Adrien? Ben oui, je confirme. T'as préféré quelle édition? Et là, je te mets dans la panade. Franchement, les deux étaient différentes. Moi, j'ai toujours une petite pression pour Lille. D'ailleurs, je l'ai dit dans mon post sur LinkedIn. Parce que Lille, les gens rigolent pas, quoi. Les gens, ils sont même pas à l'heure, ils sont à l'avant, en avance. Oui, mais parce que c'est le matin. T'as peut-être à 7h du mat, t'as les yeux qui piquent. Tu sais, tu les vois, ils prennent des notes et tout. Ils sont beaucoup plus studieux. Voilà, moi, j'ai la pression de Lille. À Paris, c'est différent parce qu'on est en format after work. Alors, j'ai quand même la pression du no-show surtout. Mais j'y vais un peu plus détente, enfin pas détente, mais en tout cas un peu plus relax parce que je sais que c'est la 2e session, qu'on a déjà bien rodé notre discours. Donc voilà. Et je pense que le public parisien est peut-être un petit peu plus indulgent avec moi. Quoique... Pas toujours. Il y avait qui dans l'audience en termes de... Enfin, il y avait combien de personnes? Je crois qu'on a réuni quand même pas mal de retailers à Lille et à Paris. On a atteint nos objectifs. Donc sur Lille, c'était retailer only. Paris réussi. Paris, on avait décidé de l'ouvrir à toutes et à tous. Paris est réussi également. Ouais, il y avait une grosse liste d'attente. Alors, c'est moi qui faisais le méchant à refuser les gens et envoyer des petits mails pour dire désolé, on est plein, etc. Mais on a dû refuser une 50aine de personnes, un truc comme ça. Donc, et oui. Il y a dû y avoir 400 inscrits, quelque chose comme ça sur ces 2 éditions. On n'a pas des lieux... très grand pour accueillir tout le monde. Peut-être un petit mot aussi, Adrien. Tous ces événements ont lieu grâce à nos sponsors. Alors bien évidemment, nous on apporte toute la logistique et la matière grise, mais quand même, je pense qu'il faut les remercier. Et ils étaient nombreux à Lille. On avait qui, Adrien? Tu te souviens de mémoire? Alors, mais pas du tout. Et après, je vais justement rebondir sur ce que tu viens de dire. Vas-y. Alors, cite-les. On avait Decad, on avait Clever Edge, on avait Optimal Ways, on avait One Stock et on avait Stripe. Et à Paris, Adrien,
C'était hier. Tu dois t'en souvenir. Bah, c'était Valtech, je dirais, Adobe, Tabby et Payplug. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et j'ai oublié Shopify sur Paris, d'ailleurs, tu vois. Donc, ma mémoire flanche. Mais c'est ça. Tu voulais rebondir sur les sponsors, Adrien ? Bah ouais, je voulais juste préciser, enfin ça me paraît tellement évident, mais il faut le repréciser, avoir des sponsors, ça sponsorise l'événement, la bouffe, la photographe, etc. Mais ça sponsorise pas du tout. Vous savez que la bouffe, c'est important pour Adrien. C'est très très important et vous nous direz des nouvelles parce que la qualité normalement elle est au rendez-vous, mais en tout cas ça sponsorise pas les slides et ça sponsorise pas nos idées et ce qu'on va dire. Donc avoir des sponsors c'est très bien, mais ça n'impacte pas du tout notre comment on dit ça, notre authenticité ou en tout cas notre intégrité. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc on va continuer à dire ce qu'on pense, on va continuer à dire les choses complètement de manière libre et qu'on travaille ou pas, enfin qu'on fasse des événements ou pas, des choses avec certains acteurs ou pas, ça ne change absolument rien sur nos convictions. Pas vrai, Laetitia? Ou toi aussi, t'es une vendue? Carrément, sur les solutions de social shopping, non? Si on t'envoie des codes promo, etc. Mais bon, de toute façon, tu travailles avec les marques que t'aimes bien. Donc, franchement, moi, j'ai de la chance sur ce coup-là. Et puis moi, j'ai l'impression qu'on vient moins m'embêter que toi quand même. Ouais, bon, parce que t'es plus gentil peut-être aussi. Parce que, bon, bref. En tout cas, pour être sur une note positive, c'est la première fois qu'on a autant d'engouement. Donc, cette année 2025, elle est de bon augure, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, elle est de bon augure. Nous sommes déjà le 24 janvier et je suis très fatiguée. T'es pas prêt de te reposer parce qu'il va y avoir une suite. Oui, c'est quoi la suite? Il y a encore plein de choses. Mardi prochain, mardi 28, c'est Wire, c'est le dîner des femmes du retail et de l'e-commerce. Et ce dîner, il est sponsorisé par Adobe et Valtech. On a réuni la crème de la crème des femmes du retail et de l'e-commerce, 12 personnes. Ça va être génial, on vous en dira des nouvelles, vous verrez aussi passer sur les réseaux sociaux. C'est un événement qui nous tient à cœur avec Adrien et on a décidé pour une fois de le décliner dans un format un petit peu plus intimiste, en format dîner. Et on enchaînera très rapidement avec Brands to Buyers. Et oui, le B2B, c'est notre petit bébé. B2B, bébé, ce sera le 6 février prochain. Et enfin, on achèvera tout notre tour avec un superbe événement dans le Marais. Adrien, parle-nous-en. Pour moi, c'est vraiment, alors tout est important, mais c'est l'événement de ce début d'année 2025. Shopify a lancé le POS Shopify POS en France et nous sommes en exclusivité le premier partenaire à faire cette annonce et à accompagner autour d'un événement ce lancement avec une visite de magasin Shopify dans le cœur de Paris pendant une demi-journée. On va aller visiter des magasins. Alors, c'est pas juste visiter des magasins et regarder ce qu'ils font, c'est avoir le responsable de magasin qui répond à toutes les questions et regarder des petites boutiques secrètes. On n'a pas dévoilé les noms des magasins, ça c'est un petit peu la découverte. C'est limité à 10 personnes, donc c'est un tout petit groupe. On est déjà full, mais bon, si vous voulez vous inscrire, comme j'ai l'habitude de dire, contactez-nous et on peut être soudoyé pour vous faire gagner une ou deux places. Je sais pas si on dit gagner. Le mec qui avant a dit c'est pas parce que vous êtes sponsor que vous pouvez nous soudoyer, et voilà. Et là, j'avoue. Non, mais là on pourra dire ce qu'on veut, on pense ce qu'on veut, mais il y a toujours, on essaie toujours dans nos événements de faire rentrer les copains. Il y aura d'autres store tours. Il y aura d'autres store tours. Mais franchement, je suis extrêmement fier de faire cet événement avec Shopify et Data Solutions. Mais Shopify, ils sont moteurs là-dessus et ils nous ont supporté depuis le premier jour quand on a eu cette idée il y a quelques mois. En effet, Adrien, tu as raison de le préciser, d'autant plus que je pense qu'on est peut-être les deux seules personnes ici à avoir décortiqué comme jamais le POS dans sa globalité, mais le POS Shopify, en tout cas moi quand je suis à l'étranger, puisque pour le moment il était disponible uniquement à l'étranger, je le teste comme personne. Et encore une fois, enfin au micro, combien de fois j'ai dégommé Shopify pour expliquer que c'est nul, que j'y crois pas, et sur le positionnement grand compte ou sur certaines choses, et pourtant on est là, ils sont à faire un store tour avec eux, ils sont complètement ouverts, et puis ils sont très ouverts à la critique, mais en l'occurrence sur leur positionnement ils font les choses très très bien. Donc ravi d'être là, mais c'est une super fierté. Alors, là on va fermer la parenthèse et arrêter de se lancer des fleurs, mais Shopify qui se lance en France et on fait un truc avec eux en exclusivité pour ce début d'année, je suis trop content. Donc merci encore à eux et merci à tous les inscrits. Autre chose, Laetitia? Bah oui, autre chose. Vous connaissez ma passion des marques, ma passion des DNVB, ma passion du commerce en ligne, et j'ai testé 3 marques. Non pas dans un élan d'achat compulsif, c'était des marques que je suivais depuis très très longtemps et je me disais
il faut que je les teste. Alors là, on est sur une marque, la première marque, c'est une marque de cosmétiques, on va dire ça, de cosmétiques naturels. Parcours d'achat à Shopify, tout se passe très très bien. Et puis à un moment donné, les produits que j'ai commandés, dont un, n'étaient plus disponibles. Sauf que moi, j'avais déjà fait mon achat, tout était déjà réglé, je suivais ma commande et j'ai reçu un email, puis un coup de fil du service client. Et je crois que ça faisait des années qu'un service client ne m'avait pas contacté pour me dire que malheureusement, eh bien, mon produit n'était plus disponible. Et moi, rageuse comme je suis, en fait, pourquoi vous l'indiquez pas sur votre site ? C'est quoi ce décalage entre le moment où moi je passe ma commande, je paye et vous mettez 2 jours à m'appeler pour me dire que finalement le produit n'est pas disponible ? Je trouve pas ça très correct. Bon, je crois que j'ai pas été très très gentille. En tout cas, cette personne, elle, a été très gentille puisqu'elle m'a dit on va trouver une solution. Dès qu'il y en a un qui est en stock, c'est pour vous, vous êtes prioritaire. Et surtout, double erreur, j'ai envie de dire, de la part du retailer, c'est que finalement, 1 heure après, tout était revenu dans l'ordre et les stocks étaient complets. Alors, le dilemme auquel j'ai eu à faire face, c'était est-ce que je mets ma commande en pause et j'attends qu'il y ait du réassort, ou alors j'ai une première partie de ma commande m'est expédiée et je patiente pour l'autre. Moi, j'avais fait le choix de patienter, mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. Tout ça pour vous raconter que, oui, il y a encore des services clients qui prennent leur téléphone, qui prennent le temps de vous contacter, qui prennent le temps de vous proposer des solutions. Et ça fait la différence. Alors, on pourrait croire que quand on est sur un site et surtout sur une DNVB, tout est automatisé et qu'il n'y a que de l'intelligence artificielle qui traite vos commandes. Là, j'ai eu la preuve que non. Et j'ai eu le deuxième cas sur une autre marque, toujours sur de la cosmétique, avec sensiblement le même problème. Et pareil, c'est quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a contacté, qui m'a proposé des solutions. Et la troisième marque, alors là, c'est une marque américaine et là, on n'est pas du tout dans ce délire-là. C'est aussi du Shopify. En revanche, moi, quand je rentrais le code promo que j'avais, non pas parce que je suis une influenceuse ou quoi que ce soit, c'est un code promo qui traîne partout sur le net, le code promo ne s'appliquait pas. Donc j'ai contacté la marque qui n'a pas de service support en France et je crois même en Europe. Et je l'ai contactée notamment sur Instagram, là où il y a une très grosse audience. Eh bien jusqu'à présent, je n'ai aucune réponse. Donc c'est vraiment très mal pour cette marque qui pourtant a un parcours client d'enfer. Donc voilà, il y a 2 écoles. Quelqu'un qui est au taquet, qui va réussir par tous les moyens à vous contacter, et une autre qui s'en fiche complètement. Et tu cites pas le nom des marques pour pas avoir de problème avec elles, ou tu peux nous dire de quelles enseignes il s'agit ? Aucun problème, puisque pour les 2 premières, ce sont des petites marques françaises. Les Petits Prodiges, je crois d'ailleurs qu'ils ont fait Shark Tank, si je crois que les cofondatrices ont fait, qui veut être mon associé. La deuxième, c'est We Are Hair, qui sont des produits capillaires. Et la troisième, la marque américaine, c'est, je sais pas comment on prononce, c'est Beis, donc B-E-I-S, et ce sont de la maroquinerie de voyage. Tu nous tiendras au courant du coup. Donc il y a 1 sur 3 qui a pas répondu, c'est ça ? Sur lequel il y a 1 sur 3. Et le pire, c'est que j'ai reçu ma commande sur le 3e. Et ça a été la commande la plus rapide. Alors, les entrepôts sont en Hollande, pas aux États-Unis. Transporteur qui ne fait pas l'effort de communiquer en français, tout était en néerlandais. Mais tout s'est très bien passé, à part que voilà, pas de proximité avec la marque. C'est triste. Et toi, ton côté, Adrien, je crois que tu as aussi des expériences shopping à nous partager. Ouais, alors il m'est arrivé quelque chose de très 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 étrange. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Je l'ai partagé dans le groupe WhatsApp, ça a fait marrer tout le monde. Je n'y croyais pas et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé ? Je devais acheter des écouteurs pour mon neveu. Apple, c'est Apple Buds, il s'appelle Apple Buds Pro, c'est ça ? Non, c'est des AirPods. Des AirPods, c'est ça, c'est Pixel. Bref, des AirPods, des écouteurs pour Apple, vos trucs blancs là qui coûtent 400 balles, en l'occurrence 250 €. Je l'achète sur Amazon avec une livraison en 2 jours. Le jour de la livraison, je reçois le colis, je suis très content, je l'ouvre, il était complètement fermé. Je l'ouvre et à l'intérieur, qu'est-ce que je trouve ? Des éponges, 3 éponges, mais des éponges sales, mais des éponges là, les classiques là, c'est même pas jaunes et vertes. Jaune et vertes. Non, elles sont dégueulasses. Les éponges jaunes et vertes que t'as un truc. Alors, elles étaient sales, vieilles. Tu sentais que ça avait été traîné par terre, etc. Ils les avaient mis dedans, donc ça faisait une sorte de volume. C'était léger, mais il y avait du volume. Et je vois là-dedans aucun papier, rien. Et là, je me dis, déjà, ça m'a fait marrer. Bon, non, déjà, j'étais dégoûté pour mon neveu parce qu'il dormait pas de la nuit, il attendait le colis comme un fou. Mais surtout, ça m'a fait bien marrer de me dire, waouh, comment est-ce qu'ils ont pu faire ça ? Ça m'a vraiment étonné. Alors, pour contraster avec ce que tu disais sur le service client, j'ai littéralement eu le remboursement
en 15 secondes. Et je te mens pas, je suis allé sur Amazon, problème de commande, en 3 trucs dans le formulaire, ils m'ont dit ok, on va rembourser. Et moi j'avais les photos, je lui disais mais attends, je veux t'envoyer les photos, comme ça tu ouvres un ticket, tu ouvres une enquête, etc. Et malheureusement ils s'en fichent complètement, ils ont juste remboursé automatiquement. Au début ils me demandaient de renvoyer, c'est un robot, hein, ils me demandent de renvoyer le produit. Je lui dis non mais tu comprends pas, je vais pas te renvoyer une poubelle de 3 éponges, ça sert à rien. Il a compris le truc et puis il m'a remboursé. Donc service client pour le coup un peu frustrant parce que trop rapide. Ouais. J'aurais bien aimé me dire qu'il y a une enquête qui est ouverte. Bah ouais, parce que c'est-à-dire qu'en fait tu peux retaper encore, tu peux revoler ou continuer cette arnaque, cette fraude et tu te feras pas choper. Donc ça c'est un peu triste. 5 minutes après j'ai refait une commande qui devait arriver en 24 heures, qui a été retardée et là ça fait 3 jours que je l'attends, donc ça se trouve elle a été volée ou c'est pas perdue. fini l'histoire. Ouais mais c'est pas impossible que ce genre de produits sont identifiés et qu'il y a toujours des problèmes, je sais pas où. Mais qui a un vrai souci parce que c'est vraiment une coïncidence de malade que vraiment ce produit ça fait une semaine que j'essaie de l'acheter et je ne l'ai pas. Et ce qui est rigolo c'est que j'ai un pote d'aller dans un Apple Store et non, moi me déplacer dans un Apple Store c'est comme tu me demandes à un vampire de sortir en pleine journée, tu vois. Non, jamais de la vie. En plus mais on a déjà été dans un Apple Store ensemble plusieurs fois. On n'a rien acheté. T'as pas acheté en plus, je crois. Si. T'as déjà acheté des trucs? Ouais, je devais t'attendre de voir, alors je pense. Non, j'étais à l'intérieur patiemment. T'étais là, t'étais avec moi, Adrien. T'étais à côté de moi. Ah ouais. Bon, écoute, je me souviens même plus. Je crois que je l'ai effacé de ma mémoire. En tout cas, ce qui est rigolo, c'est que un pote à moi, Manu, si tu nous écoutes, m'a fait remarquer qu'en fait, c'est une technique de fraude qui est assez connue. Ça se fait pas nécessairement au niveau de la poste, de la livraison, mais c'est dans les entrepôts. À partir du moment où il voit que le paquet, le carton a ce petit autocollant produit électronique dangereux, il sait qu'à l'intérieur il y a un produit électronique. Quand c'est en plus de petite taille léger, il identifie tout de suite que ce sont des écouteurs, un téléphone ou quelque chose, et puis il l'ouvre. Mais c'est pas un produit qui doit être livré contre signature. Généralement les produits Apple c'est contre signature et bravo. Et en fait, moi, je suis... Alors, ne m'écoutez pas, ne faites pas ce que je dis, mais moi, je donne le code au téléphone. On dit toujours, il ne faut pas donner le code et tout ça. Je leur dis, non, mais... Oui, Laetitia, ça s'appelle la confiance. Le flemmard. Ouais, non, ça s'appelle pas la confiance, ça s'appelle la flemme. Je te connais par cœur, ça s'appelle la flemme. T'as toujours le livreur la flemme parce que je suis en train de faire mon sport, je suis en train de préparer mon épisode, je suis en train de faire 10 000 choses. Je lui dis, flemme de descendre. Je dis, dépose-le, t'inquiète, je te donne le code, il me donne le code, et puis voilà. Donc, je m'en fiche. Je l'ai toujours fait, j'ai jamais eu de problème. Mais oui, ne me suivez pas mon conseil. L'intérêt d'avoir des codes, c'est de ne pas avoir ce genre de problème. C'est toi qui m'as répondu que tu ouvres toujours les colis devant le livreur. J'ai eu quelqu'un qui m'a donné ce feedback. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours fait ça. Avant de signer, ou je sais plus si c'est dans mon WhatsApp, quelqu'un a dit qu'avant de. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu ouvres devant lui et après tu lui signes le truc. Moi, je suis toujours tombée sur des livreurs aussi qui me demandaient, j'ai jamais eu ton cas de figure, mais qui me demandaient, Madame, vérifiez tout, comptez le nombre de colis. Oh non, ils sont gentils. Devant nous. Ou peut-être qu'ils voulaient traîner un peu plus passer plus de temps avec toi. Parce que jamais de la live. Ils me le jettent, ils me le laissent. Non, ils ont pas le time. En plus, ils sont chronométrés. Enfin, ils ont vraiment littéralement pas le temps. Donc, non, ça m'est jamais arrivé. Ou alors, on n'achète pas les mêmes produits. Quand tu achètes un MacBook à 4 000 € que tu fais chaque mois, peut-être que là, t'as un meilleur service, certainement. Bah, c'est contre signature. Donc, voilà. Et puis, l'autre chose que je voulais te partager, alors, je vais vraiment, du coup, pas te le partager parce que je vous invite à aller regarder ce qui s'est passé. C'est tout le shitstorm qui a eu lieu autour de Honey, comme le miel de PayPal, qui s'était fait racheter par PayPal. Prenez du popcorn, regardez des vidéos récap sur YouTube. C'est très 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 rigolo. Non, raconte. Moi, je veux savoir. Ça fait un moment que tu m'en parles et tu ne l'as jamais raconté. Bah oui, parce qu'on n'a pas eu le temps, mais on est déjà. Enfin, si je le résume, mais de manière vraiment très 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 courte, Honey, c'est une application, c'est une extension de navigateur qui te permet d'appliquer des codes promo automatiquement. Donc tu te dis waouh, ça a cartonné. Il y avait des millions d'utilisateurs à tel point. Je l'avais installé et on en avait parlé dans le podcast il y a quelques années quand PayPal l'a racheté. Il le rachète à, je crois, genre 4 milliards, un prix monstrueux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il analyse ta navigation, il analyse ton checkout. Ils ont de la data client dans tous les sens. Et là, il y a quelques semaines, il y a un gros influenceur qui a décortiqué ce qui se passait chez Honey et il s'est rendu compte que numéro 1, tous les codes d'affiliation des influenceurs, ils étaient changés par Honey. Donc en gros, quand tu as ton extension, à chaque fois que tu vas acheter, il va remplacer le code d'affiliation par le code d'affiliation de Honey. Donc c'est complètement de la magouille. Aucun code promo ne fonctionne. Les codes promo, en fait, c'était des codes promo qui sont où ils
ils allaient voir les marques et disaient, au lieu d'appliquer le code promo à 60%, tu me payes et je vais appliquer le code promo à 20%. Et tu te prends un truc. Donc en fait, ils magouillaient dans tous les sens et c'était juste horrible. Là, je te fais juste le récap parce qu'en fait, dans les conditions, dans le site et tout ça, tout était magouille. Imagine aujourd'hui, c'est détenu par PayPal. PayPal, ils rigolent pas du tout. Tu te souviens, ce genre de boîte et tout ça, surtout en termes de légalité, de communication, de branding, etc., de data, ça rigole pas. Donc ça a été du coup, moi, j'ai un pote qui travaille chez le même qui m'a fait la réflexion sur le colis, qui travaille chez PayPal. Il m'a dit qu'en interne, c'est juste du n'importe quoi. Mais ça, bon, je vais pas dévoiler tout ce qu'il m'a raconté, mais c'est très rigolo à voir parce que ça a explosé. Tout le monde, tout le monde a complètement déserté cette app. Et le gros problème, c'est qu'à la limite, on aurait pu lui dire, dégage sale app et puis rentre chez toi. Le problème, c'est que c'est détenu par PayPal. Non, mais tu vois, tu la désinstalles, tu fais du bon review, tu lui mets une note, etc. Mais là, c'est détenu par PayPal. Donc, tu peux pas juste lui dire efface-la. PayPal, c'est quoi ta responsabilité? Et là, il y a des comptes à rendre. Donc, c'est juste hallucinant. Et la communication de Honey est désastreuse. Bon, bref, il y a vraiment, tu sais, dans ces genres de trucs, tout le monde prend la parole, mais plus tu prends la parole et plus tu empires la situation. Donc, juste, ils savaient pas du tout comment gérer cette crise. En plus, ils en ont rajouté, ils ont menti, etc. Donc, c'était vraiment le truc, la telenovela. Mais on est vraiment dans l'e-commerce, dans des trucs de geekos. Donc, c'était très, très rigolo. Et ça amène l'influenceur. Voilà. Et en plus, il y a plein d'influenceurs. Donc, je pense que tu aurais adoré voir ça, à regarder un petit peu, à suivre tout ça. Là, c'est un petit peu retombé, mais tu sais comment elles sont les news. Un jour, on en parle, ça fait la une. Et puis, une semaine après, on oublie, on parle d'autres choses. Donc, allez regarder, renseignez-vous. Enfin, allez regarder une petite vidéo récap. C'est assez rigolo. Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi. On en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Et aujourd'hui, Adrien va être vraiment sans langue de bois parce que c'est un sujet qui animait toute notre communauté. On va parler d'OMS, on va parler du Forrester. Adrien, vas-y, l'arène est à toi. Comme chaque année ou chaque 18 mois, quand il y a ces rapports qui sortent, je suis le premier à télécharger. Prenez toutes mes données pour me donner ce rapport et que je puisse consulter. Le rapport s'appelle le Forrester Wave, Order Management System, premier trimestre 2025. Alors Adrien, est-ce qu'on peut revenir back to basics? Dis-moi ce qu'est un OMS. Je suis une débile, je ne comprends rien à l'e-commerce, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi un OMS? Bon, je crois que tu sais mieux que moi ce qu'est un OMS, mais merci beaucoup de me donner le change à me poser cette question. Moi, quand on parle d'OMS, quand je parle avec quelqu'un OMS, il y a vraiment 3 mots-clés qui popent tout de suite dans ma tête. C'est commande, stock avec l'inventaire et omnicanal. C'est les 3 mots-clés. Et en fonction de mon mood ou des années, il y a un mot-clé qui vient en premier. Tu vois, il y a quelques années, dès qu'on parlait d'OMS, c'était omnicanal le premier mot-clé qui venait. Aujourd'hui, ce sera plutôt peut-être la commande ou le stock. En tout cas, pour répondre à ta question, l'OMS est une solution qui permet de gérer, d'optimiser l'ensemble du cycle de vie des commandes dans un environnement omnicanal. Tu as le PIM pour les produits, tu as le CRM pour la CDP pour les informations clients et tu as l'OMS pour gérer les commandes. Bon, et concrètement, quand on est un e-commerçant, eh bien, pourquoi est-ce qu'il faut s'équiper d'un OMS? Tout ça, c'est des grands mots. Gérer, optimiser l'ensemble du cycle de vie ou gérer une commande, ça veut dire quoi exactement? Ça fait plein de choses. Et encore une fois, il y aura toujours des personnes qui vont dire t'as oublié ci, t'as oublié ça. Mais si on simplifie à l'extrême, t'as, on va dire, 4 piliers. La gestion des stocks et des inventaires, j'en parlais tout à l'heure, c'est savoir en temps réel où est mon stock. Est-ce qu'il est dans mon entrepôt? Dans quel entrepôt? Est-ce qu'il est dans mon magasin? Dans l'entrepôt du magasin? Est-ce qu'il est en train d'être sur les étagères? Et de savoir comment est-ce que quand j'ai une commande qui va demander plusieurs produits, peut-être que ça va pas être tous les produits ne seront pas dans le même entrepôt, mais il y en aura dans entrepôt A, entrepôt B et magasin par exemple. Donc tout ça, la gestion des stocks et des inventaires, c'est la première chose. Et avec une visibilité temps réel. Deuxième chose, c'est l'orchestration des commandes. Quand tu achètes un produit, quand tu passes une commande, elle passe de statut, elle a différents statuts. Commande passée, commande payée. Peut-être qu'il y a eu un problème lors de la livraison comme j'ai eu ou comme tu as pu avoir. Peut-être qu'il y a eu des retours, des remboursements. Donc tous ces statuts de commande et avec tous les différents canaux, c'est également quelque chose qui est géré par l'OMS. En termes d'expérience client, ça va être tout ce qui va être suivi de commandes, retour, échangement ou les abonnements. Et en termes de fulfillment, on parle vraiment d'exécution des commandes. C'est est-ce que j'achète un produit, ça va être envoyé au magasin. Le magasin, physiquement, il doit prendre le produit, il doit l'emballer peut-être, il doit le préparer et il doit changer le statut dans un système pour dire là, je l'ai bien réceptionné, là, je l'ai bien préparé et puis là, je vais le remettre au client qui l'a récupéré. Donc, toutes ces étapes de fulfillment, également, ça va entrer dans l'OMS. Merci, monsieur le professeur de l'OMS. Si on met tout ça en perspective dans ce dernier rapport Forrester, qu'est-ce que ça raconte de l'OMS?
je vais prendre une de tes expressions préférées, c'est boring as way. On a un rapport avec 6, 7 personnes, 8 personnes qui se battent en duel, des leaders. Manhattan Associates, attends, t'endors pas tout de suite. Kibo Commerce ou Fluent Commerce, en strong performer Salesforce IBM et en contender Corber, Blue Yonder et Aptos. Bon, il en manque pas un peu quand même. Il y a des acteurs là, il y a des noms qui ne ressortent pas. Tu parles de qui là, Laetitia? Ben non, mais il y a plein de noms qui ne sont pas. En fait, c'est la règle du jeu. Il y a des critères pour rentrer dans ces rapports. Il faut avoir une certaine taille, il faut avoir une certaine part de marché. Tu peux pas développer dans un garage un OMS et apparaître dans le Forrester. Donc il y a plein de critères et tous ceux qui n'y sont pas vont rager, ils vont t'expliquer on est des stars, mais en fait Forrester ou Gartner c'est des nullos, faut les payer pour entrer. Non, il y a juste des critères. Tu peux ne pas y apparaître, mais même certains qui ne payent pas apparaissent parfois dans ces rapports parce qu'ils ont une certaine taille et Forrester fait son taf. Je suis pas en train de les défendre, je suis juste en train de dire oui, ils y sont pas tous, mais c'est la règle du jeu. Ils ont juste sélectionné certains en fonction de certains critères et tu peux ou pas ne pas être d'accord avec ces critères, mais en tout cas c'est le parti pris de Forrester. Alors tu donnes déjà ton avis. Qu'est-ce que tu en penses de cette édition alors? Mais j'ai l'impression d'être très blasé depuis quelques temps. Je la trouve très ennuyeuse. C'est pas dynamique. Mais pourquoi? En fait, ça s'explique par une raison simple. Il y a quelques années, on te parlait d'omnicanalité beaucoup. On te parlait de visibilité des stocks en ligne, online, offline. On te parlait de multiplicité des canaux, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un marché plus mature avec des acteurs beaucoup plus matures. De là à dire que l'omnicanalité est partout et acquise, non. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont en place. Les solutions sont beaucoup plus matures. Et tu regardes ce rapport, il n'y a aucun acteur, les New Kids on the Block ou des acteurs qui sont là pour mettre des coups de boule à tout le monde. Il y a personne qui fait l'effet waouh, voilà. Et t'as l'impression que ça ne se réinvente pas l'OMS. Exactement, c'est exactement ça. C'est l'évolutivité. J'ai même envie de te dire, pour aller plus loin, toutes ces solutions se valent et elles sont toutes bien. Elles répondent à des besoins différents, mais ça fait le taf sur des choses qui sont relativement standards pour les solutions. Et si on fait un petit focus sur la France, Adrien, qu'est-ce que c'est que l'écosystème de l'OMS en France ? Il y a la plupart de ces acteurs, ils sont en France, mais en France, on a la chance d'avoir. J'arrive pas à expliquer pourquoi on est une terre de l'OMS. On a des acteurs comme KBRW ou OneStock qui sont très visibles et très populaires en France sur des segments assez différents finalement et qui portent ces offres, qui communiquent beaucoup autour de ce segment. Donc c'est très très bien qu'en France, on ait des acteurs locaux et d'ailleurs qui sont pas juste français. Ces acteurs-là, ils ont également une présence internationale. Donc c'est très bien. Je vois une nouvelle vague arriver. Tu sais, je t'en parlais de Pipe 17 ou Pipe 17. Pipe 15. Pipe 17 qui arrive avec voilà, c'est ça, qui te dit l'OMS est mort, nous on est un middleware, on n'a plus besoin de trucs, c'est un peu la mode serverless ou ce que tu veux. Bon, en tout cas, ils arrivent avec une nouvelle approche. Donc il y a peut-être encore des nouveaux acteurs. En fait, tu penses que c'est un marché à challenger encore. Voilà, peut-être qu'on est sur un marché qui se pépérise. Voilà, c'est un peu plan-plan. Il faut secouer un peu le cocotier. Et puis surtout que la majorité de ces acteurs, c'est des grosses plateformes. Peut-être à l'exception de Fluent, en tout cas dans les leaders strong performer du rapport, qui ne fait que ça. Tout l'ensemble de ces autres solutions, c'est des grosses plateformes qui ont différentes briques et une de ces briques, c'est OMS. Tu sais, les gros projets de digitalisation B2C, ils ont eu il y a quelques années. Aujourd'hui, la grande majorité du marché est déjà équipé. Quand tu prends une solution moderne e-commerce, c'est 7 ans à peu près le renouvellement. C'est un peu similaire avec l'OMS. Quand tu as quelque chose en place, tu vas pas le changer tout de suite parce que c'est assez compliqué. Donc le rapport, est-ce que j'ai appris des trucs? Non. Est-ce que ce rapport est cool à regarder? Oui, 5 secondes, mais ensuite faut circuler. Je n'aime pas trop, mais je te l'ai déjà dit plein de fois. Est-ce que l'OMS doit se réinventer? Certainement. Non, oui. Je pense. Aller vers où? Toujours vers quelque chose d'autre, peut-être mais un vertical ou horizontal, essayer de prendre plus de choses. Mais ils ont déjà leur positionnement. Donc, je pourrais même pas te dire, ces acteurs, qu'est-ce qu'ils devraient faire de plus. Il y a une consolidation de fou furieux. Et puis maintenant, on a ces gros acteurs. Moi, j'ai une question. À ton avis, les retailers pensent-ils comme toi ou pas? Je pense que quand tu es dans le marché de l'OMS, tu es le centre du monde et tu vas à tout prix te convaincre qu'il faut absolument ce genre de solution. Les retailers, ils ont d'autres préoccupations que regarder quelle brique technologique on va devoir utiliser. Ils vont regarder les use cases et tristement pour l'OMS, tu as plein de briques qui font des parties de ce que fait l'OMS. Exactement. Donc, tu peux faire le taf. Donc, peut-être qu'ils vont pouvoir se réinventer, notamment sur la communication des use cases ou le focus bien précis. Compliqué pour un OMS de communiquer parce que c'est assez abstrait finalement tout ce qu'ils font. Donc, c'est peut-être un peu moins sexy, je sais pas trop. Bon, mais moi je trouve ça sexy. Adrien, on t'a senti mais vraiment très engagé là, hein. C'est vraiment ton fer de lance pour 2025 l'OMS. Je pense que t'as envie encore d'en débattre peut-être.
Bah non, mais surtout nous, tu vois, quand on parle de Store Tour ou quand on parle d'omnicanalité, etc., l'OMS, c'est une brique qui est hyper importante dans tout ça. Donc, j'ai hâte de voir aussi en 2025 ce qui va se passer. Et puis, on a la chance d'être en contact avec tous les acteurs français. Donc, c'est plutôt cool de voir comment ils innovent et comment ils prennent position sur le marché. Et toi, Laetitia, qu'est-ce que tu en penses de ce marché? Boring à mort ou tu trouves ça quand même intéressant? Pas travailler chez un OMS. Non, tu sais, c'est un peu comme le PIM, quoi. C'est un peu lourd, c'est un peu... faut secouer tout ça. Après, oui, comme tu le dis, il y a de beaux acteurs français qui viennent toujours d'être challengés par d'autres acteurs étrangers. Maintenant, moi, j'arrive pas comme toi à voir la différence entre tous ces acteurs. J'ai quand même le sentiment que tout le monde fait la même chose et le fait bien. Donc, c'est un peu difficile de les départager. Encore une fois, je ne suis pas décideuse et je suis encore moins très technique, mais voilà, je pense qu'il y a des axes de différenciation à faire. Et la difficulté elle vient surtout du fait qu'ils ont chacun un positionnement différent, où il y en a un qui sera un peu plus WMS, quand même Manhattan, un autre qui sera un peu plus, je sais pas, in-store ou POS. Et on nous a suggéré quelque chose dans le WhatsApp. Laetitia, tu valides ou pas l'idée d'un octogone où on ramène tous les acteurs de l'OMS et puis on organise un petit truc un peu un hors-série? Tu penses que c'est une bonne idée? Alors, il va falloir s'entraîner là, il va falloir faire comme Mark Zuckerberg et aller prendre des muscles, les gars, parce que j'ai l'impression qu'Adrien est déjà bien en forme. Nous, on sera l'arbitre. Nous, on sera ceux qui foutent la merde dans les débats politiques. Non, tu crois pas? D'accord. Mais tu arriveras à tenir. Après, si on n'a pas la contradiction, ils vont tous se dire on est les plus bons, on est les plus forts, et puis il faut réussir à rendre ça intéressant. Donc, on va réfléchir à un format. On organise l'octogone de l'OMS. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ils vont venir préparer. Et ceux qui voudront pas jouer le jeu, ça sera peut-être les perdants par forfait ou un truc comme ça, où il n'y a pas de gagnant, je sais pas. Non, mais par contre, blague à part, tu vois, ton avis sur c'est un marché compliqué à évangéliser, à éduquer, etc. C'est raison de plus pour laquelle je pense que c'est une très bonne idée, quoi. D'expliquer avec des mots simples, c'est quoi les use cases, pourquoi c'est quelque chose qui est important et pourquoi beaucoup de clients n'ont pas d'OMS, ou quand tu parles d'un acteur de Shopify, ils s'en tapent complètement de ta brique OMS. Il va avoir des petites fonctionnalités. Et oublie ou à l'inverse, pour un très très gros, pourquoi est-ce que tout de suite OMS égale usine à gaz? Complètement. Merci beaucoup, Laetitia, de m'avoir écouté, de m'avoir laissé ce temps de parole sur mon livre de chevet sur l'OMS. Marketing Focus. Marketing Focus, c'est la rubrique qui parle qui fait un focus sur une campagne de la semaine ou de ces dernières semaines. Et il s'est passé tellement de choses. J'ai l'impression que le podcast va bientôt se renommer en social, le café du social commerce ou le café du marketing, parce que finalement, le social est en train de se mêler à la politique et au monde qui nous entoure. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu viens de le dire, tout s'est entremêlé, la politique, la tech. Alors, je vais revenir très brièvement sur ce TikTok ban qui a finalement duré que 12 heures, qui va très certainement revenir si Elon Musk ne sauve pas la planète TikTok. Mais surtout, je voulais vous parler non pas d'une campagne, mais d'un phénomène, d'une tendance sur TikTok, mais aussi sur d'autres réseaux sociaux. Avant le ban, donc le samedi, il y avait un hashtag qui dominait toutes les plateformes, c'est le hashtag TikTok Refugees. Et oui, les gens se sentaient comme des réfugiés, comme des gens qui quittent une planète, vraiment, et vont sur une autre planète parce qu'on les a chassés. Et quand moi je regardais un petit peu les Américains qui faisaient leurs adieux à la plateforme, ça virait au mélodrame, mais vraiment. On voyait de la Tridewife qui avait fondé tout son business sur TikTok et TikTok Shop en pleurs, en remerciant sa communauté et en disant mais comment je vais faire? On se retrouve sur une autre plateforme, mais l'autre plateforme c'est pas pareil parce que maintenant il y a plus de modérateurs, il y a plus ci, il y a plus ça, c'est le bazar. Voilà, et puis il y en avait d'autres qui imploraient MrBeast de les aider, qui imploraient Elon Musk. Donc c'était quand même assez le vrai drama. Mais est-ce qu'ils se sont tous mis d'accord pour aller dans une autre plateforme alternative ou pas? Ou c'est le bordel et ils vont nulle part? Enfin, je sais pas, je suis sûr qu'il y a un autre acteur, non? Il y a des plateformes où effectivement on a enregistré des records d'enregistrement sur le week-end dernier, notamment Rednote. Et Rednote, c'est une application chinoise qui est pas une version de TikTok ou quoi que ce soit, c'est une application chinoise qui a vocation de faire découvrir la Chine et de faire découvrir la culture chinoise, la langue chinoise. On n'est pas sur du TikTok. Alors, il y a aussi beaucoup plus d'inscriptions sur Lemonade, mais Lemonade, qu'est-ce que c'est? C'est ByteDance derrière, donc on est aussi sur une plateforme chinoise. Donc oui, il y a eu de l'afflux comme ça de réfugiés, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dépendance, c'est jamais bon, et tout mettre ses œufs dans le même panier sur une plateforme, c'est encore moins bon. Et là, j'ai envie de parler de social commerce et de vous dire que les États-Unis, c'est quand même 170 millions d'utilisateurs actifs sur TikTok et beaucoup, beaucoup d'argent généré via TikTok Shop.
quand il y a eu le ban pendant 12 heures, les gens sont revenus. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé ou finalement c'est comme c'était avant, quoi. Il y a pas eu de changement. C'est comme c'était avant. Comme ça n'avait pas existé, quoi. Okay. Je n'ai pas un TikTok américain, mais de ce que je vois, c'est comme c'était avant. Alors, ce qui était aussi rigolo, c'était les Français qui vivent aux États-Unis, mais qui, eux, ont enregistré leur compte en France, donc ils n'étaient pas concernés. Et eux se disaient, non, mais c'est génial, en fait, tous les Américains vont nous laisser une place et il y aura davantage de place pour qu'on fasse du business. Et quand j'ai envie de vous parler de business, j'ai envie de vous parler des investissements publicitaires, notamment des PME aux États-Unis, sur TikTok, qui ont généré en 2023 14,7 milliards de dollars, soit une contribution totale de 24,2 milliards de dollars au PIB américain. Et surtout, la création de 224 000 emplois. Alors là, je vous parle de TikTok Shop, 224 000 emplois créés par des TPE, des petites entreprises, pour des gens qui vendent en ligne sur TikTok. Tu vas continuer à utiliser TikTok du coup ou pas ? Moi, j'utilise TikTok, mais je ne fais pas de TikTok. Mais oui, je regarde vraiment ce qui se passe. Et alors, je me suis rendu compte que vraiment, on n'avait pas tous les mêmes TikTok. Hein. J'ai une amie, je peux vous dire que son feed, il est loin du mien. Moi, j'ai quand même un feed très politique, très féministe. Très américain aussi sur certaines choses. J'ai beaucoup de tradwives qui me sont poussées et elle n'avait pas du tout ça et elle ne voyait pas le TikTok ban arriver. Et il y a un autre point aussi que je voudrais souligner, c'est que quand nous on était aux États-Unis à la NRF, le TikTok ban, personne n'en parlait. En revanche, tout le monde parlait de TikTok. C'est comme si ça n'allait jamais avoir eu lieu et moi j'ai senti vraiment cette pointe d'appréhension le week-end dernier. Juste que je comprenne bien, ça a été, pour l'instant, c'est pas banni, il y a eu un sursis. Le sursis, c'est sûr que ça va pas être rebanni. C'est ça, il va y avoir un repreneur, c'est certain, ou ça peut bannir. Oui, je pense qu'il va y avoir un repreneur. Ok, on va voir parmi la liste. Et c'est quand est-ce qu'on sera fixé à 100%? Je crois que c'est le 30 janvier. Ouais, dans quelques jours, quoi. Donc c'est imminent. Ouais. Tout va se faire très, très, très vite. Ok, c'est ouf. Reco micro reco. Au micro, on fait notre reco. Écoutez-la illico presto. Retrouvez toutes les recos sur la page Notion en lien dans la description. Laetitia, quelle est la reco de la semaine ? Eh bien, c'est une reco sponsorisée par TikTok. Non, je plaisante. C'est une reco qui va vous parler de TikTok. C'est une étude. Commerce Redefined, TikTok's Role in Ushering a New Era. Bref, c'est une étude qui est réalisée par Ipsos en collab avec TikTok. Et ça nous dit comment la plateforme révolutionne le commerce en mêlant découverte, authenticité et expérience d'achat fluide. Je trouve que de manière rétrospective, après tout ce qui s'est passé, eh bien, c'est intéressant de le lire. Bon, moi, je l'ai lu il y a un moment, parce que ça a été publié, je crois, début janvier. Mais si vous n'êtes pas très familier avec TikTok, et en tout cas que vous pensez encore que ce sont des gens qui dansent et qu'il n'y a que des lolcats, eh ben non, allez-y, regardez et vous comprendrez l'importance de cette plateforme et pourquoi est-ce que les gens aux États-Unis pleuraient quand on leur a dit ça y est, c'est fini. TikTok Shop, ça arrive quand en France, tu dirais, si on doit mettre une pièce avant l'été? Je pense bien, non? On attend les élections, ça va aller très très vite. J'aimerais bien, mais bon, tu sais que là, avec l'Union européenne, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'Union européenne est un peu mise à mal par l'administration Trump, donc je ne sais pas. Et j'aimerais dire oui cet été, mais je suis pas archi convaincue. Je pense que TikTok a d'autres chats à fouetter et d'autres priorités, notamment un marché qui lui a apporté beaucoup de milliards de dollars. Panier surprise, ça y est, c'est la fin de l'émission, on relâche la pression. La vie, c'est comme un panier surprise, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Et ce qui est sûr, c'est qu'on se marre et qu'on se marre bien. Laetitia, pour cette semaine, je t'ai préparé un quiz un peu autour de la NRF et on va voir si tu vas y répondre correctement. Où s'est déroulée l'édition NRF 2025 ? Est-ce que c'est à New York, à Vegas, à Los Angeles ou à Boston ? Je crois que c'était à Las Vegas, pas très loin du CES. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse, c'était New York. Combien de participants étaient présents lors de l'édition NRF 2025 ? Est-ce qu'il y en avait 5 000, 35 000, 75 000 ou 450 000 ? 450 000. Non, encore loupé, c'était 35 000. Tu vas y arriver, Laetitia. Est-ce que j'y étais vraiment à cet événement ? Quelle est la plus grande délégation étrangère ? Est-ce que c'est la France, en dehors des États-Unis ? Quelle est la plus grande délégation ? France, Chine, Brésil ou Australie ? Chine. Presque, mais pas du tout. C'était le Brésil. Quelle est l'app fashion la plus téléchargée aux États-Unis ? Est-ce que c'est Temu, Zara, Shein ou Amazon ? Amazon. Et non, loupé, c'est Shein. Et enfin, dernière question, tout se joue là-dessus. Hein. Tu gagnes celle-ci, tu as tout gagné. Putain, jamais de ma vie, j'ai perdu. De combien seront taxés les produits venant de Chine aux États-Unis ? 25%, 50%, 60% ou 80% ? 80%. Et malheureusement, non, c'est 60%.
Laetitia, t'as tout faux. Zéro. C'est comment ça se fait t'as zéro. C'est très bizarre. Non. Il faut le dire, j'ai fait exprès. Je suis Bien pas sûr. évidemment que j'avais toutes les bonnes réponses. Bien évidemment que je sais toutes les bonnes réponses et qu'on a fait exprès parce qu'on a voulu rendre cela interactif. Et il est hors de question que je me fasse passer pour une débile. Je suis pas certain du tout. Ah ouais, l'autodérision, ça marche pas avec toi. Écoute, la semaine prochaine, tu te rattraperas. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de ce 221e épisode. C'était toujours la saison 6 et ça y est, on est de retour, on est à Paris. Bref, merci. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de le faire vivre, c'est de le partager, de le commenter. Faites-le vivre aussi dans la communauté WhatsApp. Adrien, on se retrouve la semaine prochaine. On verra si je suis de bonne humeur. On verra après tous nos événements enchaînés si Adrien est toujours vivant. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. T'as rien mis dans la rubrique géopolitique aujourd'hui. Bizarre, non? Non, je sais que j'allais être censuré. Je sais que j'allais être censuré par la censure wokiste. Non, t'as ta rubrique. T'as qu'une seule rubrique dans ce podcast, donc profites-en. Ouais, c'est vrai. Avant qu'elle ne soit bannie, elle aussi. Parce que la faucheuse va arriver et me dire t'arrêtes, c'est fini, liberté d'expression. Non, c'est vrai, en plus je voulais parler de l'investiture de Donald Trump, mais je me suis dit que t'allais me dire dégage, il n'y a rien à voir avec quel rapport avec la tech? Il y a tout à voir. Ouais. Il y a quel tout rapport à avec voir. l'e-commerce? Donne-moi un rapport avec l'e-commerce. Pas la tech, mais avec l'e-commerce. Un rapport avec l'e-commerce, moi, tout de suite là, le rapport évident, c'est sur l'immigration. Fermer les frontières. Moi, je veux bien aux États-Unis, alors elles sont déjà fermées, mais être encore plus restrictif sur les frontières, c'est encore moins de main-d'œuvre. C'est encore moins de main-d'œuvre dans les boutiques déjà. C'est encore moins de main-d'œuvre dans les entrepôts. Bref, tout le travail un peu de basse besogne que certains Américains ne veulent pas faire et qui dépend énormément de l'économie et de l'immigration, j'y vois un grand danger. Ouais, ok, bonne réponse, bravo. Tu te rattrapes vraiment à toutes les branches, c'est incroyable. Et je peux encore aller plus loin. C'est une économie qui dépend beaucoup de l'immigration. Donc, quand tu n'as plus d'immigrés qui, notamment, dépensent, ton niveau, enfin ton PIB pourrait être diminué. Des beaux chiffres là de croissance. Et sur les taxes, ils vont taxer aussi les Français ou pas? Les Français qui vendent aux États-Unis? C'est vrai que j'avais oublié, mais j'aurais voulu en parler. Il se murmure que oui, la France va être... alors la France est déjà taxée, mais qu'il pourrait y avoir des taxes beaucoup plus importantes, notamment sur le luxe, le vin, les spiritueux, mais aussi l'aéronautique et la pharmaceutique. Il y a notre pote là, enfin tu sais mon pote de New York quand on a fait l'apéro qui me disait qu'il vient à Paris, je comprends pas ce qui se passe dans sa tête mais apparemment ça marche comme ça, il vient à Paris pendant quelques jours pour s'acheter des habits, des trucs de luxe, de machin, ça coûte moins cher de faire l'aller-retour, de s'acheter des sapes, des trucs comme ça que de vivre, que de le faire à New York. J'ai pas d'idée de à quel point c'est taxé mais apparemment waouh. Bah ouais, enfin t'achètes pas ton sac Hermès à New York, attends d'être sur la liste d'attente pour Paris, c'est mieux. Donc c'est aussi un des impacts. Effectivement, tu as raison. En plus, je crois que tu me parles de quelqu'un qui est quand même dans une très grosse boîte économique. Donc, oui, non, mais lui, il doit être content. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Oui, il doit se frotter les mains. C'est pas parce que Bernard Arnault assistait à l'investiture de Donald Trump que les produits de luxe français vont être épargnés par la folie furieuse des taxes douanières de Donald Trump. Donc, de manière unilatérale, tu as coupé le Twitter de Le Café de l'e-commerce. Bon, ça, non, je m'en fiche. J'avais prévenu. Ensuite, tu quittes un Tesla. Oui, ok, non, mais attends, laisse-moi aller jusqu'au bout du raisonnement. Tu vas virer ta Tesla. Bon, j'y crois pas, mais supposons qu'avant la fin de l'année, tu dégages ta Tesla. C'est quoi la suite de l'anti-américaine? T'arrêtes de bouffer des burgers et des frites? Mais c'est pas... Non, mais c'est même pas de l'anti-américanisme. Non, mais t'as raison de le préciser, c'est pas de l'anti-américanisme. Alors, pour revenir sur X, moi, franchement, j'ai vu beaucoup trop de haine. Ça ne m'apportait rien, cette plateforme. Au-delà du fait que j'ai pas envie d'enrichir un fou furieux, ça c'est la première chose. Et ensuite, vraiment, elle m'apportait rien, cette plateforme. Et enfin... Pas maintenant, mais il y a quelques années, j'ai vu et j'ai subi des trucs pas très cool sur la plateforme, donc j'ai pas envie de passer ma vie à dénoncer les gens qui sont pas gentils. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with